la nécessité de la planification s'inscrit chaque jour davantage dans les faits de notre vie de peuple. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François. Aujourd'hui, je fais l'éloge de la compétence. Dans cette réflexion sur comment faire un pays, comment faire une ville, comment ne pas penser à Albert Mangonès, le père de l'architecture moderne en Haïti, urbaniste hors pair et surtout protecteur impénitent du patrimoine culturel haïtien. Albert Mangonès est né le 26 mars 1917 à Port-au-Prince. Il est le fils d'Edmond Mangonès, un très grand collectionneur et passionné d'histoire. Il grandit dans sa ville natale et effectue des études classiques à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Plus tard, il part en Belgique faire des études, mais d'agronomie. Il fréquente assidûment le milieu intellectuel belge. C'est dans ce contexte qu'il prend une décision lourde de conséquences. En effet, il décide d'abandonner ses études d'agronomie et d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles pour étudier l'architecture. Cependant, dans le contexte tendu en Europe et l'imminence de la Grande Guerre, il décide de partir à l'université Cornell, dans la ville d'Ithaca, dans l'État de New York, pour poursuivre ses études d'architecture entre 1939 et 1942. C'est là qu'il décroche la médaille commémorative Charles Goldwyn Sons en 1942 pour son projet de fin d'études. Une récompense de l'ordre du mérite qui souligne son niveau d'excellence. Albert Mangonès a plusieurs influences haïtiennes et étrangères. Les Haïtiens d'abord, Georges Bossan, Léon Maton et Eugène Maximilien. Les étrangers ensuite, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Grospuy, Otto Wagner et Oscar Niemeyer. Ces influences vont lui permettre de passer de l'architecture colonialiste espagnole à l'architecture moderne. Surtout ses liens avec Niemeyer qu'il a connu au Brésil. On retrouve les idées de l'architecte brésilien dans l'œuvre de Mangonès. Les lignes pures, les courbes de béton, les volumes, les formes arrondies, etc. Il travaillera quelque temps à New York et à Mexico City. Mais Albert a d'autres rêves. Il veut revenir dans son pays pour mettre ses compétences à son service. Nous sommes dans le tournant des années 40 et des idéaux progressistes. Son rêve ultime, construire des logements à bas prix pour les paysans et les travailleurs. C'est ainsi qu'il revient en Haïti en 1944. Il va s'investir dans un projet significatif, la rénovation du Centre d'art de Port-au-Prince. En 1944, un projet l'interpelle. Les artistes ont besoin d'un lieu pour mettre à profit leur talent. La même année, il fait la connaissance de cet Américain originaire de Baltimore, Clinton DeWitt Peters. Alors, il participe à la création du Centre d'art de Port-au-Prince, dont il devient le secrétaire général. Cette implication va être cruciale dans le processus de création qui va naître dans ce lieu. Grâce à ce travail et à ce lieu, le monde entier découvrira les talents des peintres populaires d'Haïti. Au même moment, il travaille au service de génie municipal de la mairie de Port-au-Prince. Il publie de nombreux articles de journaux sur sa ville natale, Port-au-Prince. Il est obnubilé par l'avenir de son pays. En 1948, il répond à l'appel du président Dumarsais-Estimé. En effet, celui-ci lui confie les travaux pour l'exposition universelle du bicentenaire de la création de Port-au-Prince. Et en moins d'un mois, il réalise le théâtre de verdure Massillon-Kouakou. On y retrouve tout son génie et les grandes idées de l'architecture moderne dans la réalisation de cette œuvre, notamment les 5 grands points de l'architecture de Le Corbusier, les pilotis, le 3 jardins, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en longueur.
On y retrouve également une grande fluidité entre les espaces et la verdure tout autour. Malheureusement, ce théâtre a été détruit. Le rêve et les ambitions de Mangonès sont résumés dans l'extrait suivant, tiré d'un de ses articles publiés en 1956. 50 km de routes nouvellement asphaltées, un pont, un barrage, autant d'actes aux conséquences irréversibles, clamant l'inéluctable nécessité du plan d'ensemble, du plan régional, du plan national. Soit l'expression d'une compétence et d'une vision urbanistique sans équivoque. Mais c'est en 1968 que vient la consécration. En effet, sur commande du président de la République François Duvalier, il crée dans l'aire du Champ de Mars, sur la place des héros de l'indépendance à Port-au-Prince, la place du marron inconnu. La statue présente un marron libéré de sa chaîne et qui se met à genoux pour souffler dans une coque de lambi alors qu'il détient encore une machette dans la main droite. Ce soufflement représente le symbole de l'appel au soulèvement des esclaves contre le système esclavagiste. Soit une sculpture emblématique de l'histoire d'Haïti, le monument au marron inconnu. Cette œuvre représente une icône de la lutte anti-esclavagiste. Pourtant, c'est à la demande du plus grand tyran de l'histoire du pays qu'il l'érige. Polémique donc. En 1989, l'ONU choisit la statue du marron inconnu pour représenter l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un article qui fait référence à l'abolition de l'esclavage et qui dit ceci. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Le marron de Mangonès va alors faire le tour du monde. Tout le monde connaît son œuvre, à défaut de le connaître lui. Mais son travail ne s'arrête pas là. Albert Mangonès est un pionnier en matière de préservation du patrimoine monumental en Haïti. C'est pour cette raison que je convoque cette histoire aujourd'hui. En effet, il crée en 1972 le service de conservation des monuments et sites historiques. L'institution est remplacée en 1979 par un nouvel organisme, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. De plus, il participe aux travaux de restauration de la citadelle La Ferrière, du parc national historique, du palais Sans Souci et du site de Ramier dans le nord du pays, soit des monuments classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Son fils de 26 ans, Frédéric Mangonès, l'accompagne dans la plupart de ses projets en 1972. Albert Mangonès s'engage dans les travaux d'inventaire des sites, des villes, des monuments historiques. Il est à l'initiative également des fouilles archéologiques comme celle de Puerto Real et du village du Cacique Guacanagaric dans le nord. Il travaille avec Alfred Métro sur des études archéologiques sur l'île de la Tortue. Il travaille également à la restauration des forts Jacques et Alexandre. À la même période, il contribue au rapatriement en Haïti du portrait d'Henri Ier, une œuvre créée en 1816 par l'anglais Richard Evans et gardée au musée du Panthéon national haïtien, le MUPANA. En 1984, il est récompensé au niveau international. En effet, il est honoré par l'Institut américain d'architecture pour son œuvre et ses luttes pour la sauvegarde de la citadelle Henri. En 1989, l'administration postale des Nations Unies met en vente une série de timbres consacrés à la Déclaration des droits de l'homme, en utilisant les œuvres de José Clemente Orozco, de Vassili Kandinsky et bien sûr d'Albert Mangonès. En 1999, alors qu'il est déjà âgé de 83 ans, il collabore avec le secrétaire général Daniel Elie à la commission de commémoration du 250e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince, sa ville bien-aimée, Port-au-Prince, sa passion qu'il rêvait de transformer. Albert Mangonès meurt le 25 avril 2002, à l'âge de 85 ans, à Port-au-Prince, bien sûr. Bien sûr, son dernier soupir offert à sa ville. Après cette longue vie de talent et d'engagement à la sauvegarde du patrimoine haïtien, le 12 décembre 2009, l'État haïtien reconnaît son œuvre et ses efforts.
le président René Préval l'élève à titre posthume au rang de grand officier de l'Ordre national honneur et mérite. En 2010, le cinéaste haïtien Arnold Antonin lui consacre un film intitulé Albert Mangonès, l'espace public. Ouf, il reste des traces de cette conviction, de ce talent, de ce rêve d'un pays organisé et développé, d'un pays décentralisé et éclairé, d'une ville de Port-au-Prince verte, propre et truffée de logements pour tous. Ouf! Pourvu qu'un jour un jeune de chez nous, en dépit des conditions infrahumaines, se souvienne qu'il a lui aussi le droit de devenir un nouvel Albert Mangonès.